Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vous présente une nouvelle émission mise à disposition par H-Live au nom de H-Lactu. H-Lactu vous présente les faits concernant les actualités et les activités de la société. Ce soir, avec moi, j'ai la belle et brillante jeune journaliste, lauréate de la 6e édition du prix de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, dans la catégorie de l'audio, mademoiselle Witsa Payen. Bonsoir à toi. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous et à toutes. Un plaisir d'être avec vous. Moi aussi. Alors, Witsa, donc ce soir, je te reçois car tu es la lauréate du 6e prix de l'OIF. Alors, c'est quoi ce prix? Bon, comme tu l'as dit, je suis Witsa Payen, et donc plus précisément Witsa Merizier Payen, haïtienne. Et oui, effectivement, j'ai remporté la 6e édition du concours prix jeune journaliste haïtien de l'OIF. Donc, c'est un concours qui... comme on l'a dit, à présent est à sa 7e édition et j'en ai remporté la 6e. Donc, c'est un concours établi en Haïti par l'Organisation internationale de la francophonie qui vise à couronner un travail d'un journaliste, mais qui est très jeune dans le métier. Parce que c'est un concours réservé aux jeunes de 18 à 35 ans. Oh. D'accord. Donc, tu te trouves dans cette tranche d'âge entre 18 et 35. Ça nous donne une idée, mais j'ai parlé du concours en amont, mais moi, comme les téléspectateurs, j'aimerais bien savoir qui est Witsa Payen. Witsa Merizier Payen, haïtienne. Je suis mariée. J'ai un fils de 6 ans. Il s'appelle Xavier Raphaël. Normalement, Witsa est une infirmière ratée, je pourrais dire, parce que j'ai étudié les sciences infirmières, mais je ne pratique pas vraiment cette profession. Je le dis toujours, et c'est une profession que normalement j'ai passé 4 ans à étudier sous, je peux dire, l'influence de mes parents qui voulaient que normalement que je sois infirmière, mais en fait j'étais beaucoup plus penchée vers le métier de journalisme, pour la communication, je pourrais dire. Donc du coup j'ai fait choix du journalisme. Je l'ai étudié à l'ISNAC. L'ISNAC qui est normalement et qui est le centre j'ai toujours tendance à oublier la définition, mais en fait l'ISNAC donne des formations en communication et en administration. Donc j'ai étudié, comme je vous l'ai dit, l'animation, la présentation et également le journalisme. Ensuite, j'ai commencé un stage de 3 mois à la radio Sans Fin et finalement, disons en décembre 2019, j'ai intégré la Radio nationale d'Haïti pour un stage de 3 mois et tout de suite après, j'ai été embauchée pour présenter, normalement, je présente le journal à la Radio nationale, mais également, je co-anime, avant je co-animais une émission qui s'appelle Haïti Calégéo, c'était une émission où on parlait de l'actualité dans son ensemble, on traitait des sujets socio-culturels et également il y avait de la bonne musique, c'était vraiment une émission de détente. Mais c'est surtout une émission qui avait pris naissance dans un contexte totalement particulier en Haïti, car il y avait à cette époque le pays LOC, tout ça. Donc, normalement, Ça date de quoi? De 2-3 ans, non? Pays LOC, c'était en 2019. Comme je vous ai dit, j'ai rejoint la Radio nationale en décembre 2019, mais avant, les autres co-animateurs, ils étaient au nombre de 4. Ces jeunes-là avaient commencé l'émission de façon très difficile parce qu'ils devaient normalement franchir des barricades, enflammer. C'était très difficile pour eux. Moi-même, quand j'ai rejoint cette équipe disons en 2020, janvier 2020, c'était plus ou moins la situation s'était plus ou moins améliorée en Haïti, mais ça n'empêche que c'était toujours un petit peu difficile. Et ensuite, après l'émission,
il y a eu une nouvelle grille de programmation à la Radio Nationale. Donc maintenant, je co-anime l'émission qui s'appelle Au féminin. Donc nous sommes 3 femmes à animer cette émission. C'est une émission qui priorise les femmes. C'est un espace qui est réservé pour les femmes pour qu'elles puissent apporter leurs doléances. Je ne sais pas, c'est un espace qui leur est approprié pour qu'elles puissent venir dire ce qu'elles veulent. Donc, et on fait également la promotion pour les artistes, les talents. Féminin. Donc non, pas seul. On priorise les femmes, mais on ne reçoit pas que les femmes. D'accord. Ouais, donc, on peut dire que l'émission est animée par 3 femmes. 3 femmes, voilà. D'accord. Voilà. Il y a moi, il y a Cindy et il y a également Lorna. Donc c'est une émission qui, l'émission est très jeune. On a commencé le 14 février dernier. Donc, le jour de la Saint-Valentin. Oui, donc, voilà. Donc, c'est ça, en gros. Oui, ça, c'est quelqu'un qui est très déterminé. C'est quelqu'un qui aime la vie. C'est quelqu'un qui est, je peux dire... ambitieuse. Hein? Ouais, je sais. Déterminée, ambitieuse. Déterminée, voilà. Pour avoir gagné ce prix, oui. Parce qu'il y a derrière beaucoup d'ambition. Ouais, bien sûr. En fait, pour ce prix, et si je dois en parler, je dirais que normalement, quand j'ai intégré la Radio Nationale en 2019, donc c'était pour suivre comment est-ce que les jeunes animaient l'émission Haïti Calégiaux. Je devais passer au moins 2 semaines à voir ce qu'ils font, comment m'intégrer et comment est-ce que je pouvais apporter mon appui ou mon aide à cette émission. Et l'année suivante, 2020, donc on recevait Emmanuel Adjovi, qui est le représentant régional de l'OIF en Haïti, et je peux dire pour la Caraïbe, et on le recevait à l'émission, et là, parce qu'avant, honnêtement, je n'avais pas vraiment idée de ce que c'était, le prix jeune journaliste, le concours, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai étudié le journalisme en 2018, et j'ai été graduée l'année suivante, j'ai commencé en 2017, j'ai été graduée là, en 2019. 2 ans après. Voilà, 2 ans après. Et ensuite, j'ai intégré en 2019 la RSF, puis la Radio Nationale d'Haïti. Donc en 2020, j'ai rencontré Emmanuel Adjovi, qui était un invité de l'émission, qui normalement était là pour parler de la francophonie, mais c'était à cette époque, je pense qu'il était là pour présenter la 50aine de la francophonie. Je ne m'en souviens pas trop, malheureusement, excusez-moi. Donc, et là, il présentait le concours une nouvelle fois qui était à cette époque, la 6e édition était lancée. Donc, ce qui m'a le plus attiré à participer à cette émission, c'est que normalement, on avait promis que le lauréat ou la lauréate, pour chaque catégorie, devait partir à l'étranger pour effectuer un stage. Et pour la radiophonique et pour la catégorie radio, donc, le stage, c'était prévu qu'on le fasse à RFI. Donc, qui ne rêve pas d'effectuer un stage là-bas. Du coup, je me suis dit, je n'ai rien à perdre. Parce que c'est cette idée qui m'habite, qui est toujours. Donc, autant me lancer. Parce qu'on dit toujours qu'il ne risque rien à rien. Donc, et en fait, pour participer au concours, on ne demande pas vraiment une participation financière. Donc, c'est totalement au bon vouloir de la personne. Si la personne respecte les critères qu'on demande, donc c'était vraiment un moyen. Je me suis dit, bon, voilà, Witsad, tu ne vas rien perdre. Normalement, tu dois te lancer. Donc, avant de continuer, on va parler des différentes catégories. Alors, quelles sont les catégories dans ce prix ? En fait, il y a 3 catégories. Il y a catégorie presse écrite, audiovisuel et audio. C'est 3 catégories. Voilà. Et pour chaque catégorie, il y a toujours 2 lauréats, le premier et le second lauréat. Et pour chaque catégorie, il y a un thème ou c'est le même thème? Le même thème pour tout le monde. En fait, pour la 6e édition, le thème c'était l'école en Haïti. Voilà. Alors, je reviens, le thème était l'école en Haïti. Alors, comment as-tu trouvé ce thème? Était-ce facile à traiter? En fait, mon premier sujet,
Donc le thème, c'est l'école en Haïti, mais il fallait trouver un angle de traitement. Donc, j'avais pensé à, disons, il y a certains adultes, ok, je peux dire, qui ont un âge vraiment très avancé, mais qui ont décidé d'aller quand même à l'école. Donc, j'avais pensé à eux. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas les présenter pour dire qu'en Haïti, il n'y a pas vraiment d'âge pour aller à l'école, tout ça. Mais ensuite, je me suis dit, ben, l'idée n'était pas vraiment originale par le fait qu'il y avait plusieurs autres journalistes qui avaient déjà présenté des travaux similaires. Donc, je me suis dit, ben là, il fallait que je trouve plus ou moins une idée originale. Mon sujet, c'était Marlène, l'école comme sa porte de sortie. En fait, Marlène, c'est une fille qui existe, okay, qui vivait chez moi. Oui. Je l'ai accueillie par le biais d'un ami qui m'a demandé de l'accueillir chez moi. Ensuite, on se parlait au hasard. Et je lui ai dit, en fait, elle avait 14 ans quand elle était chez moi. Je lui ai dit, Marlène, comment ça se fait que tu sois en 5e année maintenant? Et c'est là qu'elle s'est mise à me raconter son histoire. Et en me la racontant, elle était en train de pleurer. Et là, je me suis dit, bon là, ça c'est mon sujet. La scolarisation tardive en Haïti. Parce que Marlène, c'est une adolescente qui a été à l'école seulement à l'âge de 13 ans. C'est quoi quand tu dis 4e année, ça représente quoi pour nous? C'est quoi? C1, élémentaire 1, moyen 1? En fait, après, il y a la maternelle. Oui, on fait 3 ans à la maternelle, voilà, c'est pareil. Ensuite, il y a les cours de primaire c'est, voilà. 4 ans. Oui, voilà, elle était, bon, pour les 4 ans, comme si tu dis 4 ans en primaire. Donc ça fait déjà 7 ans. Entre la primaire, entre la maternelle et la primaire, ça fait 7 ans. Donc, disons qu'elle était, je ne vois pas comment bien vous l'expliquer, parce qu'en Haïti, on dit que c'est 5e année fondamentale en Haïti, c'est pratiquement peut-être la 3e année. 3e du collège? Non, pas du collège. Ça fait moyen 1 à peu près. Voilà. C'est ça? Voilà. On peut dire qu'elle était à 14 ans, elle était en classe de moyen 1. On dit 3e année élémentaire. Peut-être c'est ça, voilà. Ça. Voilà. Ce que ça fait préparatoire. Mais en fait, Marlène, elle n'a pas vraiment connu la maternelle. Donc, à 13 ans, elle était chez sa tante. Elle vivait chez sa tante qui n'a même pas pensé à l'envoyer à l'école. Tandis que Marlène, c'est elle qui avait toujours l'habitude d'emmener les enfants de sa tante à l'école. Et elle voulait aller à l'école, mais sa tante, normalement, avait autre chose pour elle. Mais elle n'avait pas les moyens financiers? Non, elle les avait. Elle les avait. Donc, mais elle n'avait pas vraiment décidé d'envoyer sa nièce à l'école. Donc, du coup, elle travaillait, en fait, pour être honnête, elle travaillait. Voilà. Donc, elle était, comme on dit chez nous, Reste avec. Voilà. C'est très fréquent en Haïti. Voilà. Donc, j'estime mal qu'une petite nièce soit chez toi, qu'elle emmène tes enfants à l'école, qu'elle te prépare à manger, qu'elle s'occupe de tout et que ça peut s'entendre. Tu n'as même pas la décence de l'envoyer à l'école. Oui. Voilà. Donc, c'est l'un des droits fondamentaux. Hein. Et donc, du coup, il y a eu la mort de sa grand-mère. Elle s'est rendue aux funérailles et là, elle a revu son père et celui-ci a décidé de la récupérer et c'est de là qu'elle a pu vraiment se rendre à l'école. Je pense qu'elle a été admise directement en 3e année. OK? En 3e année, elle a eu beaucoup de difficultés à s'adapter. Donc, elle avait quelques connaissances alors? Non, pas du tout. Parce qu'on jugeait qu'elle était beaucoup trop grande pour intégrer la maternelle. Il n'y avait pas ça. Donc, peut-être qu'on ne t'envoie pas à la maternelle, mais au cours préparatoire pour apprendre les bases. Non. Normalement, elle a été directement en 3e année. Donc, elle a eu beaucoup d'aide. Elle a reçu beaucoup d'aide, comme elle l'a dit, mais surtout, il y a le professeur qui était vraiment compréhensif.
Donc, et c'est ce qui l'a aidé pour travailler et réussir. Donc, et elle a pu vraiment franchir l'étape de la 3e, de la 4e année et jusqu'à ce qu'elle soit admise en 5e année. Donc, c'était ça le sujet. Donc, sensibiliser sur le fait que beaucoup d'enfants en Haïti aillent à l'école à un âge très avancé, donc qu'ils soient scolarisés tardivement, c'était ça le travail. Donc ce prix a été lauréat. Donc, on peut dire, comment t'es-tu senti lorsque on peut dire que tu as gagné ce prix? Quel était ton ressenti? En fait, je peux dire que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie parce que j'avais un stress, mais vraiment là, un stress énorme. Les résultats étaient prévus donc le 15 décembre 2020, ouais, je pense. Voilà. Et le 15 décembre coïncidait également à l'anniversaire de Marlène. Ouais, la fille du sujet. Voilà. Voilà. 15 décembre, elle avait, disons, 15 ans. 15 ans. OK. Donc, j'étais là dans la salle, je voyais d'autres journalistes et moi-même, je me suis dit, bon là, putain, je ne vais pas vraiment gagner parce que ces journalistes, en fait, je les respecte dans la presse. Je ne pensais pas qu'ils allaient concourir. Donc, du coup, j'étais stressée. Mais du coup, c'était vraiment grave. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je ne m'y attendais pas du tout. Et là, quand la personne a commencé à faire une petite biographie de l'histoire de la personne qui est lauréate, je me suis dit, j'étais assise et j'ai dit, mais là, on parle de moi. Parce que la biographie laissait tout croire que c'est moi qui remporte la 6e édition. Et j'ai même pleuré. C'était pour moi l'un des plus beaux moments. Donc, à qui a été dédié ce prix alors? Ah bon, j'ai eu beaucoup d'aide. Donc sans ces personnes, franchement, je peux dire que je n'aurais pas pu gagner ce prix. Donc ce prix était dédié et jusqu'à présent il l'est parce que c'est grâce à ces personnes que j'ai pu remporter le prix et que je vis maintenant l'une des plus belles aventures de ma vie. Donc je peux dire d'abord les amis de la Radio Nationale d'Haïti. Il y a Vianney Ménard qui a travaillé avec moi dans la traduction parce que normalement c'est un reportage qui devait être traduit parce que les témoignages de Marlène sont en créole et il fallait les traduire en français et mettre une voix là-dessus. Donc, j'ai fait la traduction, mais Vianney a mis sa voix et elle l'a fait d'une manière tellement extraordinaire. Je remercie également, il y a Daniel Jean également de la Radio Nationale qui a mis sa voix parce que, mais là, c'est une petite anecdote que j'aime dire. Et je devais trouver une psychologue. Il y a une psychologue qui a parlé des effets de la scolarisation tardive. Mais je n'avais pas vraiment, au moment précis, je n'avais pas une femme à la radio qui pouvait faire pour moi la voix parce que je devais me déplacer pour aller en République dominicaine dans une mission. Donc, et la mission était pour dimanche et samedi très tard dans la radio, il y avait le producteur que je remercie également qui répond au nom de Virgile, donc qui était là à me dire, mais on doit vraiment le faire aujourd'hui parce que demain, tu n'auras pas le temps. Et ensuite, j'ai dit à Daniel, ben là, tu vas faire la voix de la psychologue. Tu n'es pas une femme, mais tu vas me donner une voix de femme. Ah oui, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, voilà, il a pu le faire. Voilà. Donc, il a mis sa voix pour remplacer la psychologue et également... Arrivé en République dominicaine, j'avais le reportage, mais je n'avais pas, parce qu'il y avait beaucoup à faire. Non seulement envoyer le reportage, envoyer également un CV, plusieurs choses. Envoyer un script et présenter le programme que tu présentes au concours. Voilà.
et de manière formelle, de manière complète. Et là, je ne pouvais pas vraiment le faire. Il y a quelqu'un d'extraordinaire à la radio. C'est l'un des informaticiens de la radio, l'un des techniciens web de la radio. C'est Andy Villeneuve-Augustin, que je ne cesserai jamais de remercier parce que à distance, il a pu contrôler mon ordinateur à distance pour pouvoir... Il a pris la main. Voilà, il a pris la main, voilà, pour m'aider à le faire. Et sans oublier, il y a eu l'aide de Napoléon Ninja et Jude Saint-Fleur, que je remercie aussi, qui ont pu visualiser le texte, apporter quelques corrections. Donc tout ça, ce sont des gens à qui je dois le prix maintenant. Et sans oublier Marlène qui est, je peux dire, le grand artisan du prix, parce que sans elle, je n'allais pas vraiment avoir l'idée. Et la façon dont elle l'a fait était tellement spontanée. Les pleurs qu'elle a eues, c'était... donc, tout ça, ça a contribué, à mon avis, à rendre le prix assez acceptable pour les jurys. Et ce qui m'a le plus ému également, il se trouve que l'une des journalistes qui faisait partie du jury, elle s'appelle Stéphanie Schuller. Okay, donc c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle faisait partie des membres du jury. Elle travaille à RFI. À mon arrivée, elle m'a carrément serré dans ses bras. Elle m'a félicité. Elle m'a dit, Witsa, je t'assure que tu méritais de gagner. Et là, c'était pour moi une très belle reconnaissance. Donc Witsa, tu as gagné ce prix, d'accord? Alors, quelles sont les récompenses? Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Il y a de l'argent, donc en plus du stage qui se fait à RFI en France. Est-ce qu'il y a une certaine somme d'argent? Non, pas du tout. Mais pour moi, ce que je viens de vivre à RFI est plus que de l'argent. Donc, quand tu gagnes le prix, on te donne, normalement, ce que moi j'ai reçu, je peux dire que j'ai eu un séjour à la maison Georges Anglade. C'était vraiment bien, parce qu'à cette époque, la présidente, je crois que la maison Georges Anglade se trouve au Centre Pen, et là, il y avait la présidente, je crois que c'est Kathleen Mars, et ensuite Mélissa Beralus, c'était vraiment bien avec elle. Elles ont fait en sorte que l'autre lauréate, parce que je ne suis pas la seule à être primée, oui, il y a également voilà, Nancy Constant pour la catégorie audiovisuelle, Nancy Constant qui sera en France la semaine prochaine pour effectuer son stage elle-même à TV5 Monde. Donc, nous étions 2 au Centre Pen pour un séjour de 3 jours qui a été formidable. Ensuite, j'ai eu une bourse pour, comment ça s'appelle? C'est l'Institut français en Haïti. Je n'ai pas encore... Ça consiste à quoi, cette bourse? Donc, tu peux aller étudier à l'Institut français, donc tu choisis ce que tu veux. D'accord. Donc moi-même, je n'ai pas encore effectué cette étude, la situation du pays, donc et toutes les autres choses que voilà. J'avais également bénéficié d'un stage au ministère de la Culture, stage que je n'ai pas encore effectué également. Et ensuite, il y avait un lot de livres en cadeau, tout ça. Donc il y a une formation qu'on doit suivre. C'est ça, en gros, mais le plus grand cadeau, c'est effectuer ce stage également et en France, à RFI. Donc, à RFI. Donc, parlons je sais pas, mais pour ta famille, alors ta famille, tes parents, comment se sentent-ils? Alors, quel était leur comportement en apprenant que leur fille ou leur épouse, leur maman est lauréate de ce prix de l'OIF? En fait, ils se sentaient fiers, comme tout parent le serait. Ils étaient vraiment fiers. Mais il y a ma maman qui n'arrête pas de me dire qu'elle est très fière de moi. Donc, je suis fille unique, j'ai 3 frères. Elle ne regrette pas que tu ne sois pas infirmière, du coup? Non. Peut-être qu'elle l'aurait regretté si j'avais fait un mauvais choix, mais jusqu'ici, mon choix est fructueux, est productif. Donc, elle est très fière de moi, tout comme mes 3 frères, mon mari, mon fils. Et je ne sais pas, donc jusqu'à présent, j'aime le choix que j'ai fait. Donc, Witsa, après ce stage en France, quels sont tes projets? Quels sont mes projets?
Ce que je vais dire. J'ai bien entendu, pardon, tu as beaucoup de stages en attente qui sont à effectuer, mais hormis ces stages, la bourse d'études, au niveau, au-delà de tout ça, est-ce que tu as d'autres objectifs? Oui, bien sûr. Donc, l'un des premiers objectifs, c'est, je pense que je vais faire un master en journalisme, même à distance. Je vais voir si je trouve une très bonne université où je pourrais le faire parce que je compte vraiment faire de ce métier quelque chose d'extraordinaire. Donc, pas seulement avoir un diplôme de journalisme, mais je voudrais bien avoir un master. Et ensuite, pour les autres projets, et peut-être qu'ils vont tarder à arriver parce que la situation sécuritaire en Haïti est vraiment difficile. Et là, on ne peut pas vraiment dire on va faire ça parce que on est un petit peu réticent à entamer d'autres choses, à faire d'autres projets parce que tout simplement, et comme vous le savez, et comme vous avez l'habitude je ne sais pas, de l'écouter, dans les nouvelles. Donc ça va vraiment mal en Haïti et c'est pas toujours évident que l'on fasse vraiment des projets qui vont aboutir parce que tout simplement, on est méfiant. Il y a l'insécurité qui règne. Voilà, on hésite à se lancer. Donc, est-ce difficile de concilier la vie familiale à la vie de journaliste? Des fois. Par exemple, s'il y a beaucoup à faire, mais ces derniers temps, je suis plus dans la présentation du journal à la radio. Du coup, j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Mais autrefois, disons à mes débuts à la radio, où je devais faire du terrain, ok? Parce que quand on est journaliste, reporter, on est appelé à sortir, à voir les gens, à aller couvrir les conférences, tout ça. Donc, ça me laissait vraiment peu de temps pour mon fils. Mais depuis que je présente le journal, parce que je suis présentatrice également de journal à la radio, je présente le journal de la mi-journée, ça s'appelle le 12-13 Info. Donc, je travaille en général j'ai l'émission Au Féminin à partir de 9h. Ensuite, j'ai le journal de 12h. Et à partir de 13h, je suis libre pour rentrer chez moi. Mais je peux toujours travailler de chez moi pour la radio. S'il y a un PMO à effectuer ou un reportage ou quoi que ce soit, mais ça me laisse quand même du temps pour ma famille. Et je ne travaille pas durant le week-end. Donc, comme ça, c'est plus facile pour moi. Donc, on a parlé de la vie quotidienne, mais actuellement, pendant que vous êtes en France, la famille, le mari, l'enfant est en Haïti, comment ça se passe? Comment vous vous sentez? C'est pour la première fois y a-t-il un vide? Oh oui, bien sûr. C'est pour la première fois que, bon, je vais dire mon fils et moi, parce qu'on est très serrés, très proches. C'est pour la première fois qu'on est séparés aussi longtemps. Donc, je pense qu'il y a de cela 2 semaines, il m'a vraiment fait pleurer parce qu'il pleurait également à choc de larmes. Il m'a dit, mais tu ne m'avais pas dit que tu allais passer tout ce temps là-bas. Donc, c'est vraiment difficile la distance, mais on est bien obligé. Et ça, il l'a compris, heureusement. Donc, je stresse des fois. Je stresse parce qu'ils sont en Haïti. Et avoir sa famille en Haïti, dans un contexte aussi difficile, c'est stressant. Mais je pense que comme Dieu l'a toujours fait, il va continuer à les protéger et hâte de les retrouver. Non, très bien. Donc vous présentez le journal radio à la radio nationale. Est-ce que les informations
c'est vous qui allez les chercher ou bien c'est la rédaction qui fournit ces informations? Comment ça se passe? Donc, le journal se fait toujours avec la collaboration de toute la salle des nouvelles, des journalistes. Les journalistes reporters, ceux qui vont, oui, ils vont toujours sur le terrain, ils couvrent les conférences. Donc, c'est toute une chaîne qui se met ensemble pour avoir de la bonne information, pour la rédaction. Il y a, disons, le directeur de l'information qui s'en occupe après, mais on lui envoie tous les textes. Et ensuite, c'est lui qui fait la préparation finale. Donc, vous n'êtes pas sur le terrain, il n'y a pas de mise en contact direct avec le danger, avec tout ce qui est insécurité, la violence physique. Là, vous n'êtes pas réellement sur le terrain à la recherche de ces informations. Non, je ne vais pas sur le terrain parce que si je devais aller sur le terrain, je n'allais pas vraiment avoir le temps pour le journal. Et dans le journal, c'est moi qui prépare le conducteur du journal. Par exemple, je dois savoir exactement quels sont disponibles, de quoi je vais parler, ok? Donc, je dois écouter le son pour savoir combien ça dure. Il y a toujours un chef d'édition. Okay, quand je présente qui est là, pour me dire quand est-ce que je dois prendre une pause, mais c'est moi qui vois le journal pour savoir quand est-ce qu'il faut faire également une transition, quand est-ce que je dois m'arrêter, tout ça. Donc, le fil conducteur, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui menez le journal. Donc, ça implique que je sois là lors de la préparation, lors de la rédaction pour voir ce qu'il y a vraiment, quel contenu qu'il y a. Parce que normalement, si tu reçois seulement le journal, tu ne t'impliques pas vraiment assez. Là, tu deviens seulement une lectrice. Voilà. Donc, tu ne participes pas vraiment comme journaliste pour avoir ton grain là-dessus. Donc, ça ne va pas se faire. Donc, on va revenir sur le stage à RFI. Alors, qu'est-ce que ce stage vous a apporté? Beaucoup de choses. Des choses que, comme je te l'avais dit tout à l'heure, l'argent ne pourrait pas m'apporter. Parce que... En fait, par rapport aux connaissances, aux études que vous avez effectuées, qu'est-ce que vous allez pouvoir en tirer de plus qui va faire de vous être une journaliste différente, aborder les sujets de la radio autrement? À la RFI, on travaille surtout avec beaucoup de professionnalisme. Ce sont des journalistes assidus, des journalistes vraiment bien formés. Je peux dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. J'ai appris en 3 semaines, beaucoup que j'aurais pu apprendre en 10 ans, en 20 ans. Est-ce que ça veut dire que nos journalistes au niveau local sont peu formés, pour ne pas dire mal formés? Non, je ne dirais pas tous les journalistes en Haïti. Mais en Haïti, il y a les journalistes et les journalistes. Donc, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Ok, donc si je te dis qu'il y a les journalistes, je dirais que ceux qui exercent le métier comme ils doivent le faire. Des journalistes modèles. Et là, si tu me demandes quelques exemples, je te dirais Michel Joseph, qui est un exemple, qui est celui qui a remporté la toute première édition du concours Jeune journaliste en Haïti. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, je te dirais Luc Niagaro. Je te dirais également... Peterson Luxama, je te dirais Jude Saint-Fleur de la Radio Nationale. Là, c'est que des jeunes, là. Moi, je ne veux pas citer les noms. Non, mais je te parle des gens que je côtoie. Je n'aime pas juger les gens quand je ne les connais pas vraiment. Donc, ce sont des gens que je connais, que je suis le travail qu'ils fournissent. Donc, là, je te dirais également Laura. Il y a Laura qui travaille avec nous, qui sera avec nous bientôt. Ouais, Laura qui a remporté la 5e édition. Elle-même, elle est la lauréate de la 5e édition pour la catégorie presse écrite. Donc, il y a Laura qui exerce le métier dans le respect de la déontologie. Donc, mais en Haïti, il y a ceux qui ont un téléphone et qui se disent journalistes. Comme en France, hein, c'est le monde, on peut dire c'est l'évolution du monde. Tout le monde se croit journaliste. Tout le monde se croit journaliste. Grâce à Facebook, on ne va pas dire à cause, parce que nous utilisons tous Facebook, à cause des réseaux sociaux, pour ne pas citer que Facebook. Et oui, c'est vrai que et il y a des journalistes, voilà.
normalement, on me l'avait appris à l'école de journalisme à l'ISNAC, où j'ai étudié, qu'il y a certains médias qu'on ne doit pas écouter. Parce que normalement, si tu les écoutes, tu ne vas pas vraiment être une bonne journaliste, être un bon journaliste, parce que eux, ce qu'ils font n'est pas du journalisme. Donc, en gros, à RFI, ils sont plus professionnalistes, mais ils apprennent également à vérifier les informations. Bien sûr. Parce qu'un bon journaliste doit d'abord, tu recueilles les informations, tu les traites. Oui. Tu les vérifies, tu les traites, tu fais un traitement en profondeur avant de diffuser quoi que ce soit. Parce que revenir sur ce qu'on a dit comme journaliste, c'est pas recommandé. Donc, du coup, c'est toujours bien que tu vérifies ce que tu fais, que tu prennes le temps de le faire. Et avant, c'est pas toujours important que tu aies, que tu aies l'exclusivité ou que c'est toi qui annonces d'abord l'information. Il y a ce souci en Haïti où certains médias ont le souci d'être le premier média à avoir diffusé telle ou telle information sans même prendre le temps de vérifier. Je prends toujours cet exemple que j'ai eu dans une série qui s'appelle La Salle des Nouvelles. Donc, il y a le présentateur vedette qui est très connu. Là, je te parle de la série. Et il y avait presque tous les grands médias qui annonçaient que une grande personnalité a été tuée. Et le présentateur lui-même ne l'a pas dit. Il y a son patron qui est venu l'engueuler directement pour lui dire pourquoi est-ce qu'on n'annonce pas encore cette nouvelle? Parce que toutes les grandes chaînes sont déjà en train de l'annoncer. Le présentateur a lui de répondre pour dire est-ce qu'un médecin légiste a confirmé que la personne est morte? Oui. Voilà. Il y a le chef d'édition qui a répondu non. Il n'y a pas de médecin légiste qui a confirmé l'information. Du coup, le présentateur dit, non, s'il n'y a pas de médecin légiste qui confirme, je ne le dis pas. Oui. Le patron lui a dit, si tu ne le dis pas, tu es licencié. Et au présentateur de répondre, si le chef d'édition me permet de le dire, je vais le dire. Autrement, je ne dis pas ça. Le chef d'édition lui répond, si un médecin légiste ne confirme pas, tu ne le dis pas. Et effectivement, la personne n'était pas morte. Donc, toutes les autres chaînes qui avaient annoncé que oui, elle est morte, ont dû revenir sur leurs paroles, tandis que cette chaîne avait vraiment la bonne information qui disait que la dame n'est pas morte. Donc, du coup, en tant que journaliste, j'ai pris ça vraiment comme leçon pour savoir que avant de diffuser une information, on la vérifie. C'est pour ça également qu'on utilise beaucoup le conditionnel. Oui, voilà. Quand on n'est pas sûr, on se cache derrière le. Et moi-même, je dis toujours, quand on n'est pas sûr, on s'abstient. C'est aussi une solution. Donc, ça, je suis contente, franchement, de faire ta connaissance. Et j'espère que, voilà, je pense qu'on va rester en contact. Mais avant tout, le mot de la fin. Le mot de la fin, ce serait quoi? Ce serait de te remercier pour l'invitation, de remercier toute l'équipe de H-Live TV qui, d'après moi, fait un très bon travail. Donc, permettre, disons, à la communauté haïtienne d'avoir un espace à lui. Donc, c'est vraiment un travail que j'applaudis. Donc, ensuite, je ne sais pas qui va regarder l'émission. Je leur dirais qu'ils doivent être le changement qu'ils espèrent, surtout en Haïti, parce qu'on a toujours tendance à voir la paille qui est dans les yeux de l'autre, sans même voir la poutre qui est dans le nôtre. Donc, du coup, si on espère voir un changement en Haïti, on doit quand même être ce changement. On doit apprendre à traiter les gens comme on aurait voulu qu'ils nous traitent. Et ensuite, je dirais à ma famille que je les aime, qu'ils me manquent. Et quoi d'autre que... Et que... À très bientôt. Ah oui, à très bientôt. Elle arrive, ne vous inquiétez pas. Donc, c'était Nathalie Atou avec vous dans une nouvelle émission H-L'actu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.